Et castors sont terre-terre là? Ah bah ouais, carrément, hein. Mais il y a quand même pas mal d'histoires ici aussi, hein. Et ça serait pas l'occasion de se faire une petite collab sur l'histoire des zoos? Ah bah ça, en plus, ça de quoi faire, hein. Tu sais, ça date pas dire qu'on kiffe collectionner des animaux, les exhiber et tout, donc... Ne serait-ce qu'avec les jeux du cirque. Mais bon, on va se concentrer sur les ménageries et les zoos. Ah oui, sinon on n'est pas couché, hein. Donc au début, c'est plutôt des collections privées chez les aristos, dans les cours, etc. Mais le phénomène s'institutionnalise et devient accessible pour le public à la fin du XVIIIe siècle. À la Révolution, on a confisqué les biens du clergé et de la noblesse pour les mettre à la disposition du peuple. Et parmi ces biens, on apporte notamment au Jardin des Plantes de Paris les animaux réquisitionnés dans les ménageries royales. Avant, ces animaux rares et exotiques étaient l'attribut du pouvoir, ils sont maintenant accessibles à tous et chacun peut profiter de leur observation. Lors de l'ouverture de la ménagerie, on donne 3 fonctions pour justifier sa mise en place. L'accès à la connaissance pour les scientifiques déjà, qui ont de quoi étudier les animaux ici, mais aussi pour le grand public. Le fun, le spectacle, le show pour la foule dans le prolongement de ce qu'étaient avant les zoos, les parades d'animaux, les bêtes de foire, les cirques, etc. Et le politique, il faut honorer les jolis cadeaux que nous font les États voisins. Et oui, on parle bien de dons d'animaux vivants. Ah oui, tiens, d'ailleurs, tu savais qu'en 1827, on nous avait offert une girafe? What? Comme tu le disais, cadeau diplomatique. Je m'appelle Michel Saint-Jalm, je suis le directeur de la ménagerie Le Zoo du Jardin des Plantes. Je suis également enseignant-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle et je fais des recherches dans le domaine de la biologie de la conservation et en particulier, je me suis occupé beaucoup de programmes de réintroduction. Celui qui a écrit le projet de la ménagerie s'appelle Bernardin de Saint-Pierre. Alors les générations d'aujourd'hui connaissent plus trop ce monsieur. C'était un disciple de Rousseau et il n'était pas du tout scientifique, mais grâce à en fait cette culture, ce respect de la nature, il a été sollicité pour devenir le dernier intendant du Jardin du Roi. Il est devenu ensuite le premier directeur du Jardin des Plantes, le Jardin national des plantes, avant le Muséum national d'histoire naturelle qui a été créé 1 an plus tard. Et pendant qu'il était intendant du Jardin des Rois, il a été invité par un monsieur qui s'appelait Couturier à venir à la ménagerie de Versailles qui avait été détruite à la Révolution, mais dans laquelle il restait encore un certain nombre d'animaux. Il y avait un lion accompagné d'un chien, il y avait un bubal, donc une espèce d'antilope africaine qui existe toujours aujourd'hui, il y avait un quagga. Vous ne connaissez pas le quagga? Alors le quagga, c'est... Alors le quagga, on ne l'a pas sauvé. Le quagga, depuis, c'est une espèce qui s'est éteinte. Et le dernier exemplaire de quagga présent en France l'était dans la ménagerie de Versailles et il est venu ensuite... après la création de la ménagerie du Jardin des Plantes, ici, et aujourd'hui, il est dans la galerie des espèces disparues de la Grande Galerie de l'Évolution. Biologie de la conservation, ça veut dire? C'est une science relativement récente et qui intègre l'écologie, l'éthologie, le comportement animal, qui intègre également la sociologie, qui intègre l'économie et qui essaye de comprendre le fonctionnement des écosystèmes et la manière de les préserver. Avec les problématiques de réintroduction des espèces, des choses comme ça ou... Alors, les réintroductions font partie des méthodes pour préserver la biodiversité. Donc, quand une espèce a disparu du milieu naturel, qu'elle n'a pas complètement disparu de la planète, par exemple, on peut la retrouver en captivité, comme dans les zoos. On va mettre en place des élevages qu'on appelle des élevages de propagation, où on va reproduire cette espèce qu'on va ensuite relâcher dans le milieu naturel. Alors, on a pas mal d'espèces qui ont fait l'objet de programmes de réintroduction et certaines espèces qui sont particulièrement emblématiques, comme l'oryx d'Arabie. J'ai commencé ma carrière en Arabie Saoudite. Une partie de mes travaux, entre guillemets, a été de réintroduire un certain nombre d'espèces qui avaient disparu d'Arabie, dont l'oryx. Je crois que le dernier oryx a été observé dans le Rub al-Khali, qui est le grand désert situé au sud de l'Arabie, en 1972. Heureusement, certains d'entre eux avaient été préservés en captivité, en particulier dans des zoos américains,
On a fait revenir donc ces quelques animaux des États-Unis qu'on a reproduits avec d'autres animaux qui avaient été conservés dans des collections privées chez certains princes d'Arabie. On a monté un élevage, on a produit en quelques années quelques centaines d'individus qui ont pu être relâchés dans les réserves. Et à l'heure où je vous parle, il y a environ 1000 oryx dans 2 grandes réserves qui vivent à l'état naturel à nouveau. Donc un exemple où les zoos ont sauvé une espèce, littéralement. Un des premiers exemples. Ouais. Ouais. La ménagerie, c'est le plus ancien zoo au monde, après le zoo de Schönbrunn, mais c'est le premier qui a été construit pour recevoir du public et pour l'éducation du public. Il y a 5 ans, pour les 220 ans de la ménagerie, on a monté une grosse expo sur l'historique de la ménagerie et on a raconté l'histoire de la ménagerie à travers les animaux qui y sont passés. On commençait par le quagga. Ensuite, on a parlé de la girafe Zarafa, donc la fameuse girafe de Charles X. Pour renforcer les liens privilégiés avec la France et marquer d'un cadeau prestigieux la montée sur le trône du roi Charles X, oui, parce que c'est pas parce qu'il y a eu la Révolution qu'on s'est pas tapé d'autres rois après. Ah oui, non, on s'en est tapé 3 autres et 2 empereurs avant d'avoir la République définitivement en 1870, mais bon, c'est pas le sujet. Oui, c'est une autre histoire. Revenons à notre girafe. Elle fut donc offerte par le vice-roi d'Égypte Mehemet Ali au roi de France Charles X. Ce sont en fait 2 girafons femelles capturées en Éthiopie qui ont alors débuté leur voyage. Une des 2 girafes était destinée au roi d'Angleterre, mais malheureusement le pauvre animal a été blessé au début de son long voyage et décéda peu de temps après son arrivée à Londres. Le roi d'Angleterre était d'ailleurs un petit peu vexé qu'on lui ait refilé un animal malade, mais bon. Pour ce qui est de la girafe offerte à Charles X, elle arriva sans encombre dans la capitale le 30 juin 1827. Elle fut présentée au roi au château de Saint-Cloud le 9 juillet, puis elle a pris ses quartiers au Jardin des Plantes et en 1939, elle fut rejointe par une autre girafe et le 12 janvier 1845, elle s'est éteinte après avoir passé 18 ans à la ménagerie du Jardin des Plantes, sous l'œil ébahi des Parisiens et Parisiennes fascinés par cet animal majestueux, la première girafe à avoir posé le sabot sur le sol français. Vous savez qu'elle est à l'origine du développement économique du 5e arrondissement, qui était à l'époque l'arrondissement le plus pauvre de Paris. Et comme personne n'avait jamais vu de girafe à Paris et que tous les jours, son cornac la promenait dans le Jardin des Plantes, des centaines de milliers de personnes venaient voir la girafe et donc des petits commerces se sont montés tout autour pour vendre de la nourriture, tout un tas de choses à ces visiteurs d'un jour. Et ça a duré 18 ans. Après sa mort, comme le voulait l'usage, son corps a été naturalisé, empaillé, et aujourd'hui, vous pouvez encore voir cette girafe offerte au roi Charles X au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Donc en effet, les zoos ont une dimension politique pour recevoir les cadeaux d'animaux vivants, yay. Mais il y a pire. Eh oui, car la dimension politique, c'est surtout pour soutenir l'idéologie coloniale au 19e siècle, avec la mise en scène de la domination de la nature exotique. On note que les questions de protection de la nature ne sont encore pas du tout d'actualité. Ah bah ça c'est sûr, sans même parler de protection de l'environnement, juste le bien-être animal c'était pas tellement une question à l'époque. Et même si je suis certaine que les animaux n'étaient pas laissés sans soin, il y avait un certain, disons, laxisme sur ne serait-ce que leur nourriture. Pour rester dans l'exemple de la girafe de Charles X, j'ai retrouvé un article qui parle de sa mort en 1845 où la personne, dans une sorte de lettre ouverte, somme toute assez touchante, raconte qu'elle regrettera de ne plus pouvoir lui donner du pain d'épices à la girafe. Franchement, faut pas avoir fait 10 ans d'études de veto pour deviner que c'est pas franchement dans le régime alimentaire habituel des girafes. Après, peut-être qu'ils ne savaient vraiment pas ça, hein, ou alors le plaisir des visiteurs de pouvoir donner à manger à la géante des savanes devait passer avant sa santé. C'est le spectacle, quoi. Bon, ne soyons pas mauvaise langue non plus, la ménagerie faisait attention au bien-être, mais des humains, pas tellement des animaux. À l'époque, ce n'était même pas une question. Ah ça, tu crois pas si bien dire, parce que au début, la ménagerie, c'était un jardin avec des enclos et des bâtiments, dans l'esprit de la politique hygiéniste qui essayait d'améliorer la santé des citoyens en leur procurant un peu de nature. Par contre, dans les cages, pas de nature. Elles servaient juste à faire des représentations scientifiques de chaque spécimen, un genre d'encyclopédie vivante avec plein de petites cases illustrées. Le projet du muséum, c'était en effet de dresser un inventaire complet de la nature avec un échantillon de chaque type, et la ménagerie complète la collection avec des êtres vivants. Le tout est classé, car ça c'est le gros kiff du 19e siècle, période de l'explosion de la science, tout étiqueté froidement. Donc voilà, des micro-cages avec pour seule info le nom de l'animal,
complètement décontextualisé de son environnement. L'animal exotique, c'est la preuve qu'on a conquis des territoires lointains et qu'on les a domptés. Le tigre et le lion de la ménagerie, maintenus derrière des épais barreaux civilisateurs, sont tout autant évocateurs des contrées exotiques pour les visiteurs que des démonstrations de la force brutale domptée par la civilisation. Et oui, les zoos, ce sont des vitrines du colonialisme et le concept a été poussé de la manière la plus abjecte qui soit, attention, sortez les sacs à vomi, avec les zoos humains. Oui, on a aussi eu dans nos zoos des êtres humains. Notamment entre 1815 et 1940, ils auraient été près de 35 000 exhibés dans des pseudo-reconstitutions de milieux de vie et auraient attiré la curiosité de près d'1,4 milliard de visiteurs. Oui, ça fout la gerbe. On faisait venir des personnes pour aller les exhiber lors d'événements privés ou comme les expositions universelles comme en 1889, le même événement pour lequel on a construit la Tour Eiffel qui célébrait le centenaire de la Révolution et sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Et comme c'est l'exotisme l'important et le divertissement qui prime, le divertissement sordide, on est d'accord, on n'hésite pas à en faire des caricatures de ces gens, des caricatures pour qu'ils collent à l'imaginaire populaire et pas du tout à la réalité. Donc même la mission scientifique, c'est raté. Par exemple, on leur fout des costumes qui n'existent pas et qu'on a confectionnés de toutes pièces pour eux. On force les femmes à se dénuder énormément, notamment les poitrines. On ramenait aussi des femmes enceintes pour pouvoir fêter une naissance au village. On présente parfois ces personnes comme des cannibales parce que ça fait sauvage alors qu'elles l'étaient pas du tout. Et on a carrément inventé des populations comme les Niam-Niam qui n'existaient pas non plus mais qui font des parfaits sauvages parce qu'ils sont brutaux, etc. Parfait! Oui, la science, très bien, très scientifique. Donc voilà, voir ces sauvages, ça justifie la colonisation et comment c'est très important qu'on ait civilisé tout ça. Et oui! Et par la même occasion, ça permet de rappeler qui est le patron. Puisque d'après l'anthropologue Véronique Servet, c'est à ça que servent les zoos, à prendre ce qui est humain et non humain, le tout séparé par une barrière. Et si vous êtes dans le même enclos que les animaux, Revenons aux animaux d'ailleurs. Dans la seconde moitié du 19e siècle, toujours dans la philosophie du colonialisme, on s'intéresse à la domestication. Tout comme le blanc a policé les sauvages, il faut pacifier les animaux afin de vivre en harmonie avec eux dans une conception très chrétienne. Ces tentatives de dressage impliquent surtout beaucoup de violences faites aux animaux, coups, blessures et empoisonnements sont donc fréquents à la ménagerie de la part des gardiens comme du public. L'architecture encourage ce rapport de force. Par exemple, les fosses aux ours en contrebas des visiteurs facilitent les projectiles. Ce n'est pas encore l'humain qui doit être éduqué à la nature, mais la nature qui doit se plier pour s'intégrer au projet d'harmonie inventé par l'humain. Tout à fait. Il faut d'ailleurs attendre le début du XXe siècle pour enfin connaître un important tournant dans les projets portés par les zoos, qui commence par la recontextualisation écologique des spécimens et ouvre la voie à l'éducation à l'environnement. Alors les barreaux, d'un point de vue historique, il ne faut pas les enlever tous. Mais aujourd'hui, le public ne peut plus regarder des animaux derrière des barreaux. On a une impression d'emprisonnement, de cage, mais on garde des barreaux dans certains endroits pour garder ce côté historique. Et qui dit vieux bâtiment dit bâtiment historique. Du coup, j'imagine que ça doit poser quelques problèmes d'organisation et surtout, vous pouvez pas jongler entre deux problématiques. Non, oui, voilà. Ouais. Entre bien-être animal, adapter les animaux, et en même temps, vous pouvez pas forcément agrandir les bâtiments comme vous voulez ou quoi, non ? Qui sont classés. On a un certain nombre de contraintes et heureusement qu'on a ces contraintes parce que quand on dirige la ménagerie du Jardin des Plantes, on est responsable d'un patrimoine de 220 ans. Donc on a les animaux d'un côté, mais on a aussi ce patrimoine historique qui est complètement fabuleux. Ces bâtiments, quand vous faites le tour de la ménagerie, vous avez des bâtiments qui ont été construits fin du XVIIIe siècle, début 19e, et puis tout au long des 220 ans, vous avez à peu près tous les styles architecturaux qui ont existé au cours des 200 dernières années. Et les architectes ont en plus rajouté de l'exotisme dans ces créations. Donc on a un patrimoine architectural qui est vraiment remarquable. Mais après, on a complètement fait évoluer les animaux qui sont présentés à la ménagerie par rapport justement à ça. On a 5 hectares au cœur de Paris. On n'agrandit pas l'espace global, mais on peut modifier à la marge un certain nombre d'enclos. Et depuis 20 ans, on a réuni progressivement des enclos entre eux, sans changer complètement le parcellaire de la ménagerie. Progressivement, on a fait la même chose pour beaucoup d'espace. Dans ces fosses, puisque ça s'appelle des fosses,
elles ont été construites en 1805, donc il y a 200 ans, pour y abriter des ours. La relation à l'animal était complètement différente qu'aujourd'hui. Et même ce qu'on voulait montrer en présentant des animaux, c'était ce côté féroce était très très prisé du public. Les ours, on les regardait du dessus, donc on les dominait. Et on les voyait tourner en rond dans la cage, on leur lançait de la nourriture, enfin c'était quelque chose d'assez horrible. Alors les ours sont restés dans ce lieu jusqu'à 2004, donc super récemment. En 2004, donc ils partent, et en 2005, on construit ces structures verticales avec des troncs d'arbres ici pour les binturons, de l'autre côté, dans l'autre fosse, des bambous pour les porcs-garous, et on remplace ces gros carnivores qui tournaient en rond dans ces espaces par des petits carnivores, des petites espèces, en plus des espèces menacées d'extinction et qui font partie de programmes d'élevage européens qui touchent 402 espèces et 50 des 140 espèces qui sont présentées dans la ménagerie font partie de ces programmes d'élevage européens. C'est beau. Oui. Pour moi, la mission la plus importante, c'est l'éducation. C'est ce que reconnecter le citadin à la nature. Et donc les zoos urbains sont particulièrement importants pour ça. Et donc dans les espèces qu'on présente au public, on a beaucoup de ces espèces emblématiques des programmes de réintroduction qui ont été sauvées justement grâce aux zoos. En 1907, le commerçant en animaux exotiques Carl Hagenbeck lance une grande innovation dans la scénographie des zoos. Il fait construire le zoo de Stellingen dans la banlieue d'Hambourg sur une zone de 2 hectares comportant de grands enclos paysagers. Fini l'architecture de classification des espèces. Sa méthode s'appuie sur 2 éléments de relief, les rochers, qui servent d'abri aux animaux et cachent les locaux techniques, et de grands fossés pour séparer les animaux entre eux, ainsi que du public. Terminer les barreaux et les grillages et l'ambiance de prison avec l'animal est cette fois intégré dans un décor qui ressemble à son milieu et avec d'autres espèces vagues à ses occupations. C'est maintenant un paysage que l'on vient contempler, plus un catalogue encyclopédique. Un paysage reconstitué et factice certes, mais au moins organisé par grands ensembles géographiques et qui permet plus de compréhension de la globalité du contexte ainsi qu'une certaine amélioration des conditions de captivité. Symboliquement, pour les animaux, la conception d'Hagenbeck propose de rendre à l'animal son paysage et tout ce qui lui avait été confisqué par la science et l'idéologie coloniale. Il n'est plus présenté comme dominé, mais libre. Bon, ça reste assez relatif, c'est une illusion de liberté, encore une fois, pour le plaisir du spectateur. Oui, et en plus Hagenbeck, c'est un des artisans des zoos humains. Charmant. En tout cas, en ce qui concerne les animaux, le modèle est un tel succès qu'il se répand un peu partout en Europe. En 1934, lorsque le parc zoologique de Paris ouvre, rattaché au Muséum national d'histoire naturelle, il est totalement conçu dans cette philosophie. Il couvre plus de 14 hectares au bois de Vincennes et organise des scénographies par aire géographique avec des rochers et des enclos végétalisés. L'architecte du parc, Charles Lestrone, explique que dorénavant, l'organisation devra assurer tout d'abord la conservation des animaux dans les meilleures conditions d'hygiène et de confort, et les professeurs du muséum donnent des instructions pour les bonnes conditions d'habitat de chaque espèce. C'est sûr qu'on parle toujours d'illusion de liberté pour les animaux, pour le plaisir des visiteurs, mais ceci oblige un minimum à prendre en compte leurs besoins. L'opinion publique y est d'ailleurs devenue sensible, puisque la presse salue la scénographie à l'ouverture du zoo de Vincennes, le parc zoologique maintenant, et parle de libération animale. Oui, les mentalités changent. Cela fait déjà quelques décennies que l'on commence à se soucier de la patrimonialisation des espaces naturels. Les États-Unis ayant ouvert la voie avec la création dans les années 1880 des premiers grands parcs protégés. C'est donc enfin la nature locale qu'on s'intéresse à protéger et la nature n'est plus un obstacle à dompter mais avec laquelle s'intégrer pour vivre en harmonie. Alors je suis Alexis Lécuve, vétérinaire et directeur scientifique ici au Parc zoologique de Paris. Voilà, là vous voyez on voit les girafes, on voit les grues, on a un angle de vision et un champ de vision sans voir de clôture. Voilà. Et ça, c'était une idée complètement novatrice en 1934. Le côté arbustif, etc., crée des plans et crée une vision. Alors, elle est perfectionnée, elle a été faite avec un paysagiste de 2020, enfin de 2014 en tout cas. Donc, elle est sûrement bien plus puissante et bien plus magistrale. Mais en tout cas, cette idée-là, de mélanger du minéral, du végétal et de faire des étages de vision sans qu'on voit de contention, ça, on l'a gardé. Ils ont leur enclos,
Et puis ils ont l'endroit où ils passent la nuit pour des raisons de sécurité, pour des raisons de contrôle, pour des raisons de soins. Ça, là par contre, on a fait des gros changements. C'était effectivement adapté à une certaine vision de l'époque où la valeur de l'animal et la valeur qu'on donnait aux soins n'étaient pas les mêmes. Donc à l'époque, on se disait que voilà, si on avait un lieu bien fermé, bien clos, où on voyait tout de suite l'animal, c'était bien. Pendant le XXe siècle, le bien-être animal devient enfin une question, avec entre autres l'émergence de l'éthologie, l'étude du comportement animal, qui permettra de mieux comprendre les besoins scientifiques des espèces et ainsi leur offrir un cadre plus adapté dans un contexte de captivité. Ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain, mais c'est à partir de ce moment-là que ce champ d'études s'est ouvert. On découvre aussi peu à peu la pertinence du principe d'interaction dans les écosystèmes et on forge le concept de biodiversité qui a un grand succès. L'extinction des espèces attire particulièrement l'attention de la science, mais aussi de l'opinion publique. Du coup, c'est cool qu'on en ait pris conscience à cette époque, ça fait plus d'un demi-siècle, alors maintenant, c'est bon, on a pris le problème à bras-le-corps et on a évité la catastrophe. C'est donc dans ce contexte scientifique et social que la démarche des zoos change. Le temps de la colonisation est révolu, il n'est plus question de faire le show avec des animaux perçus comme juste exotiques, mais plutôt les exposer comme des représentants d'espèces menacées, préférant ainsi acquérir des animaux comme les tigres de Sibérie ou des rhinocéros blancs pour en faire des ambassadeurs de cette nouvelle problématique. En 1959, Gérard Durel crée à Jersey un zoo dédié à l'élevage et à la réintroduction d'espèces menacées. On y tient d'ailleurs la première conférence sur les espèces en danger en 1972. C'est le début d'une longue série de nouvelles initiatives telles que la création en 1988 de l'organisme qui fixe des programmes européens pour les espèces menacées. En France, on fixe l'arrêté Zoo en 2004 qui apporte un cadre législatif important et insiste sur le rôle de sensibilisation des zoos. Pour vous donner une idée, cet arrêté décrit entre autres précisément les missions et les impératifs des zoos actuels tels que l'éducation, la sécurité autant des animaux que des visiteurs et la participation aux actions de conservation des espèces animales. Je vous invite à jeter un œil à cet arrêté, toutes les sources sont dans la description, ça rigole pas et vous verrez qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce genre d'établissement. Les zoos sont devenus des sortes d'arches contemporaines, comme le dit Mathilde Gallet-Keller, et même si tout n'est pas encore parfait, ceci jette les bases d'une nouvelle gestion scientifique des populations. Ceci ne vient pas que de la bonne volonté des zoos, mais aussi du fait que depuis la Convention de Washington en 1873, il est interdit de faire capture et commerce de certaines espèces. En tout cas, avec l'évolution des mentalités, le public se soucie de plus en plus des conditions d'accueil des animaux. On ne veut plus les grilles et les barreaux. Dans les années 1980, un nouveau modèle paysager pousse plus loin le modèle Hagenbeck. On installe des plaines africaines, en gros de plus grands enclos, en combinant des critères paysagistes et vétérinaires pour reconstituer une petite savane avec plusieurs groupes d'animaux. Puis on élargit les thématiques à d'autres biotopes que l'Afrique, en privilégiant généralement une zone géographique. Ceci permet de rendre concret et visuel pour le public la notion d'écosystème et d'interaction. Et ceci est aussi reflété par le discours du zoo qui intègre au parcours une dimension inspirée de la muséologie, dans la mouvance de ce qu'on appelle le passage du musée d'objets au musée d'idées. En gros, ce n'est plus juste une accumulation de collections à regarder, mais on y développe un propos, une problématique. Cette évolution est très visible dans le cas du parc zoologique de Paris qui a rouvert en avril 2014 après des rénovations majeures commencées en 2008, ce qui fait de lui le premier zoo entièrement reconstruit au monde, permettant ainsi une restructuration à la pointe des connaissances actuelles sur bien des aspects. Les changements, ils ont été aussi faits au niveau de l'approche, même des soins auprès des animaux, etc. Oui. Comment c'était avant et comment c'est maintenant en quelques mots, mais comment c'était avant? J'ai la chance d'avoir connu un petit peu avant. C'est vraiment une transition, c'est des compétences différentes chez les personnels, même qui s'occupent des animaux, c'est une approche différente. Alors bien sûr, maintenant, tout est dicté par le bien-être animal et la réduction du stress, y compris dans les soins. À l'époque, la priorité, elle n'était pas là. La priorité, c'était de soigner les animaux parce qu'ils arrivaient avec des maladies, on ne savait pas ce que c'était. Il fallait pas qu'ils tombent malades parce qu'on les avait ramenés d'Afrique ou d'Asie, donc on n'allait pas en avoir tout de suite parce que ça se reproduisait pas aussi bien que maintenant dans les zoos. Donc les priorités étaient différentes et donc c'était axé sur il faut avoir la main sur l'animal. Donc il faut des gens costauds qui puissent sauter sur les animaux, des points où on accroche des cordes parce qu'on va les tenir, des anesthésiques sur lesquels on peut compter parce que quand même ça craint un peu, des fois on se fait mordre. Donc on est passé de ça à maintenant où on fait quasiment le plus possible de choses avec la coopération de l'animal, où on est dans la prévention bien sûr, mais tout ça, ça nécessite des espaces adaptés à ça. L'entraînement médical qu'on fait chez les girafes ici, on ne pouvait pas le faire, ou très peu dans l'ancien bâtiment. On ne pouvait pas faire une prise de sang dans l'ancien bâtiment sur une girafe vigile, là on peut le faire.
L'approche a changé, mais parce que les priorités ont changé. Mais maintenant, on a besoin de faire attention au niveau de stress de nos animaux pour les garder en meilleure forme le plus longtemps possible. Bon, même si on essaye de faire les choses vraiment le mieux possible, est-ce qu'il y a quand même des petits soucis? Alors évidemment, je pense par exemple à la stéréotypie. La stéréotypie, c'est une pathologie comportementale. C'est la répétition de certains mouvements ou certaines attitudes trop souvent et sans but apparent. Du point de vue vétérinaire, c'est une pathologie, donc il y a une cause et il y a potentiellement un traitement. Et donc, sauf que le traitement, là, il n'est pas un antibiotique, il est plutôt d'ordre environnemental ou comportemental, sociétal. Ça veut dire qu'on a loupé quelque chose. C'est un signe de stress du coup C'est un signe de mal-être, c'est un signe de bien-être animal diminué. De frustration. Voilà, il y a un problème. En général, ça exprime la frustration qu'a l'animal de ne pas finir un comportement qu'il devrait vouloir finir. La chasse, s'échapper, enterrer de la nourriture. Encore, là, on revient à la conception. C'est-à-dire que quand on refait un zoo, on réfléchit et le restaurant, comme vous pouvez le remarquer, il est là, il est en face d'herbivores qui vont moins les atteindre. On n'a pas foutu les tigres ou une espèce très sensible en odorat juste en face du resto. On a la chance d'avoir quand même de l'expérience et de pouvoir s'auto-résoudre les problèmes, mais ils arrivent quand même, donc on n'est pas aussi... Le plus important, c'est de les détecter mais et de les prendre. Voilà, on arrive quand même et quand on n'y arrive pas ou qu'on n'a pas le temps, parce que des fois ça prend du temps d'essayer de trouver quelle est la cause, ou qu'on a trop le nez justement dans notre zoo et qu'on n'arrive pas à dézoomer pour voir un peu la cause qui serait... on fait appel à des gens, ça nous est arrivé pour les girafes d'ailleurs, en ce moment là pour les oiseaux, les grands coudous et les girafes, on a un éthologue qui nous suit, qui suit les soigneurs, qui prodigue des conseils sur comment est-ce qu'on fait pour les rentrer, pour les sortir, réduire le stress. Alors on n'a pas un problème majeur de faire les animaux, ils rentrent, ils sortent, mais on voudrait un peu pacifier tout ça, préparer l'arrivée de nouvelles espèces. Tout ça demande à être encadré pour prodiguer les petits conseils aux soigneurs et les orienter sur il faudra mieux se mettre à tel endroit quand vous faites telle action, ou il faudra mieux le faire avant ça ou après ça. Et ça aide beaucoup. On voit les effets bénéfiques sur les grands coudous. Là, ils étaient bien plus nerveux il y a quelques années qu'ils le sont maintenant. Ce vers quoi on tend le plus, c'est qu'on veut essayer de recréer des écosystèmes qui fonctionnent et où on intervient le moins possible. On amène juste un peu de nourriture et j'allais dire même la distribution de la nourriture entre les espèces se fait en autonomie. La reproduction peut se faire en autonomie. Alors évidemment, plus c'est petit et plus c'est faux, parce qu'on est obligé, on a des contraintes d'espace, de surplus, il faut vérifier. Mais plus c'est grand, par contre, plus on y arrive. Donc c'est pour ça que vous voyez apparaître de plus en plus, non pas à mon avis par mégalomanie, mais des serres de plus en plus grandes, des enclos de plus en plus d'hectares. Là, on s'approche justement à ce que beaucoup de zoos essayent de faire, c'est-à-dire recréer des mini-biosphères. Il y a tous les noms. Vous avez tous les noms possibles qui arrivent, biodôme, etc. Mais tout ça veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'on a envie que la nature s'autogère et qu'on est juste à la regarder. C'est à l'appréciation de chacun, mais je sens, quand on regarde un peu ces 10 dernières années, tout ce qui s'est créé en gros parcs zoologiques, ça va vraiment vers le gigantisme et vers le multispécifique, le végétal, donc on redonne de l'autonomie aux animaux. Cet épisode n'est pas là pour faire la propagande des zoos et faire comme si on était dans un monde de poneys roses. Les questions et les réticences envers ces structures sont compréhensibles. Quand on voit l'histoire des zoos, c'est pas très joli, mais ces structures ont subi des changements radicaux, finalement assez récemment. Il est donc normal que la mauvaise réputation que l'on peut leur prêter leur colle encore à la peau. Aujourd'hui, leurs missions ont complètement changé. Préservation des espèces qui sont éteintes à l'état sauvage, reproduction, réintroduction, accumulation de connaissances médicales par exemple, qui peuvent être utiles pour les animaux qui sont dans le milieu naturel. Bon, là je parle moins pour l'Europe. Ces missions sont importantes, primordiales dans un contexte où les espèces s'éteignent les unes après les autres à une vitesse affolante. Et là je parle en mon nom. J'aimerais que les zoos soient inutiles. Si c'était le cas, ce serait en effet absurde de garder des animaux loin de leur milieu naturel. Et je serais la première à grimacer, aussi bien traités soient-ils. Mais bien malheureusement, l'émission des zoos est indispensable et fait partie d'un ensemble d'actions pour préserver la biodiversité déjà bien mise à mal. Je vais être franche, avant de commencer la série de vidéos sur les animaux du parc zoologique de Paris, j'avais quelques réticences, mais qui se sont vite envolées quand j'en ai vu les coulisses.
Mais comme tu l'as dit, le bien-être animal est une question centrale et pas qu'ici à Paris, comme on a pu l'évoquer brièvement avec les réglementations européennes. Cela étant dit, à l'échelle de l'histoire, ces questionnements sont tout de même assez récents et il reste sûrement beaucoup de points d'amélioration qui, j'en suis sûre, seront mis en place rapidement grâce à des connaissances toujours plus grandes sur les différentes espèces animales et le travail acharné d'hommes et de femmes passionnés. Merci à la ménagerie du Jardin des Plantes et au Parc Zoologique pour leur accueil. Merci à Alexis Lécu et Michel Saint-Jalm de nous avoir accordé de leur temps pour répondre à nos questions. Merci à Manon Bril d'avoir fait cet épisode avec moi. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une collab, je suis ravie. Si vous ne connaissez pas son travail, filez voir sa chaîne, c'est une autre histoire. Abonne-toi! C'est du très très bon, vous pouvez faire confiance. Mais avant que vous ne partiez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez donc un petit pouce vers le haut, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et abonnez-vous sans oublier la petite cloche pour être sûr de ne louper aucun des prochains épisodes. À bientôt. Salut!